Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un numéro consacré à l'orthodontie. C'est le magazine Médor qui vient de sortir une enquête très fouillée sur ce sujet en se demandant notamment jusqu'à quel point l'orthodontie est un enjeu de santé ou une question esthétique dans une société où certains canons de beauté nous sont imposés, exposés en continu à travers les écrans omniprésents. Avoir un sourire instagrammable qui peut parfois coûter cher, même très cher. Alors petite plongée dans le monde de l'orthodontie entre soins médicaux nécessaires et business en collaboration donc avec le magazine Médor. La première, les clés. On va refermer ici ce numéro des clés. Merci aux élèves de l'Institut des Sœurs Notre-Dame d'Orlect pour leur participation. C'était déjà le 13e épisode des clés spécial jeunes. Merci en tout cas d'être fidèles à ce podcast. Dans un instant, le journal de 13h. Elle s'appelle Chloé. Elle a 16 ans, presque 17, un sourire radieux et 2 belles rangées de dents blanches parfaitement régulières et alignées. Et ça, elle le doit à son passage par la case orthodontiste. J'avais des dents manquantes, donc j'ai dû bouger la plupart de mes dents de place et puis mettre des plaquettes pour réorganiser tout. Et ça a duré combien de temps ? En tout, ça a pris 1 an et demi avec les plaquettes. En l'occurrence, Chloé présentait une agénésie. Ça veut dire qu'une de ses dents ne s'était pas développée, une autre était trop petite. Résultat, une dentition avec des interstices assez marqués. C'est la dentiste qui a conseillé à Chloé et ses parents d'aller voir une orthodontiste qui a donc préconisé un traitement à effectuer. Question, alors, Chloé n'aurait-elle pas pu faire sans et garder ses dents comme avant ? Moi, je pense pas, puisque c'était quand même nécessaire. C'est un peu médical vu qu'il me manquait des dents. Et puis même, on se sent mieux après avec... Pourquoi on se sent mieux ? Parce que c'est plus beau. Est-ce qu'il y a une espèce de pression là-dessus qui fait que tout le monde veut avoir aujourd'hui des dents nickel, parfaites, un peu tout alignées de la même manière ? Ouais, c'est possible, mais je pense que c'est dans les idéaux de beauté maintenant et tout. Du coup, tout le monde veut un peu avoir un beau sourire. Après, tout le monde n'a pas le même non plus, mais la même base, quoi. Un sourire, une base de sourire qui peut coûter cher. Dans le cas de Chloé, le devis était établi à environ 2 500 € pour un traitement avec des plaquettes, sans compter le coût des visites régulières de suivi et de contrôle. Au final, avec en plus certaines opérations à effectuer chez la dentiste, on frôle les 3 500 €. Mais le coût aurait pu être encore plus élevé. Si au lieu des plaquettes, elle avait opté pour les gouttières transparentes, plus esthétiques, presque invisibles, ses parents auraient dû débourser au moins 4 600 €. C'est ce qui était inscrit dans le devis de départ. Et ce coût, il n'est que très partiellement couvert par la mutuelle. Disons, pour un ado de plus de 9 ans mais moins de 15 ans, on est entre 500 et 1 000 € d'intervention selon le type de traitement et le nombre de visites nécessaires. Nombreux sont alors les parents qui souscrivent à des assurances dentaires, mais avec des stages d'attente souvent assez longs et des plafonds de remboursement. Bref, le passage chez l'orthodontiste peut coûter cher et parfois même très cher chez certains praticiens. Et une question se pose dès lors. Où se situe la frontière entre enjeux de santé et interventions plus esthétiques pouvant constituer pour certains cabinets un très juteux business ? C'est la question que l'on va explorer à présent. Et avec nous pour cela, il y a Olivier Bailly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste pour le magazine Médor. Et vous sortez donc cette enquête dans le nouveau numéro. Une enquête qui part
je pense, d'un devis. Vous l'évoquez dans l'article, un devis bien plus élevé encore que celui que l'on vient d'entendre ici pour Chloé, puisqu'on était autour de 7 000 €. C'est ça qui vous a interpellé? C'est ça le point de départ. En effet, j'étais avec ma fille qui avait 14 ans à l'époque. Je ne m'attendais pas du tout à un montant pareil et j'ai été interpellé par plusieurs choses. La première, c'était le mot devis. Dans une question de santé. La dernière fois que j'avais eu un devis, c'était pour mon toit. Et là, j'en avais pour la mâchoire de ma fille. Ça me semblait étonnant. Ensuite, c'était le montant. En effet, j'étais à 7 000 €. On se pose la question de qui peut se le permettre. Et la troisième chose, c'est que je ne parvenais pas, malgré une écoute attentive, à savoir si cette intervention était de nature esthétique ou était de nature médicale. Et encore aujourd'hui, alors, on n'est pas passé par le système de gouttières invisibles, qui sont ce genre de protège-dents que l'on met comme ça, qui modifie la position des dents. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si le traitement qu'elle suit par plaquette est un traitement esthétique ou un traitement médical. Et ça, c'est un vrai enjeu, une vraie question dans votre enquête. C'est, oui, on sait qu'il y a des fois des soins qui sont nécessaires, et puis il y a des soins qui peuvent être purement esthétiques. Mais la frontière entre les deux, parfois, elle est assez floue. Elle tient aussi à ce que le praticien va en dire. Parfois, on va mettre en avant le fait qu'il y a un risque que la mâchoire évolue de telle ou telle manière. Difficile parfois pour le patient de s'y retrouver par rapport à ces informations-là. Je crois que c'est un dossier où il n'y a pas une fois où j'en parle avec des parents d'ados ou de jeunes enfants où la question ne se pose pas et où cette grande fragilité du parent qui est un néophyte sur le dossier, qui est un profane et qui se retrouve face à un spécialiste à qui il doit pouvoir faire confiance, où les parents ne sont pas en tout cas conscients ou correctement informés de la nature même du traitement. Maintenant, il faut aussi nuancer, il y a des enfants et des cas où très clairement l'orthodontie est une intervention médicale tout à fait justifiée de santé et qui permet par le biais de la prévention aussi d'éviter de gros problèmes. Donc je ne veux pas jeter l'opprobre sur toute la profession, mais je pense qu'en tout cas objectiver à un moment donné les interventions ne ferait pas de mal. Alors avec nous justement pour cette émission, il y a une orthodontiste et même la chef de clinique orthodontique du CHU de Liège. Bonjour Annick Bruvier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser la question toute simple. Quand est-ce qu'on considère qu'une intervention orthodontique est vraiment nécessaire? C'est quoi les problèmes de santé qui peuvent être liés au fait qu'à un moment donné, on a une dentition qui n'est pas comme elle devrait être ou des mâchoires qui ne sont pas mises dans la position où elles devraient être? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour la santé qu'il est nécessaire de traiter? Mais tout d'abord, on va regarder le visage du patient, donc avant ses dents. On va regarder s'il présente des cernes, on va regarder s'il a un visage étroit. Donc c'est ça aussi l'orthodontie, c'est vraiment regarder le patient dans une approche holistique, donc complète. Et à un moment donné, si on a des mâchoires étroites, eh bien donc on risque plus des troubles obstructifs du sommeil. On risque aussi d'avoir des problèmes pour mâcher, donc ça augmente aussi les troubles alimentaires pédiatriques. Donc c'est vraiment une deuxième pathologie à laquelle on doit vraiment faire attention également. Donc tout ça en rôle de prévention. Donc on élargit les bases osseuses, donc du haut et du bas au niveau des mâchoires, plus que vraiment d'aligner les dents. C'est ça vraiment l'intérêt. Donc ça, c'est ce qui se joue au niveau des mâchoires. Parfois, je lisais qu'il peut y avoir des problèmes dans la phonation, donc dans le fait qu'on va avoir du mal peut-être pour certains à prononcer certains sons, pour certains aussi des problèmes qui peuvent avoir des conséquences sur le reste du corps au niveau musculaire. Tout ça peut naître de problèmes dans la façon dont notre bouche, en quelque sorte, est configurée. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'on a 80% en fait de patients qui sont des enfants. Donc là, il ne faut surtout pas passer la période de croissance et le potentiel de croissance de ces enfants. Donc effectivement, le fait de bien dormir avec des mâchoires bien développées, du coup, on augmente la prise d'air en fait, parce que la mâchoire du haut, c'est le nez, c'est le même os. Donc on augmente la prise d'air par le nez qui doit vraiment être très importante pour bien dormir. Donc ça, c'est vraiment intéressant et pour bien mâcher. Donc on est vraiment sur des fonctions vitales qui sont donc permises par le bon développement des mâchoires et qui elles-mêmes assurent évidemment le développement en continu, même chez l'adulte d'ailleurs, des mâchoires.
Donc ça, c'est dans une approche de santé, et vous enseignez l'orthodontie à l'université, ce qu'on dit être nécessaire quand on doit passer par des soins orthodontiques. Ceci dit, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas quand même dans une inflation où il y a beaucoup de soins orthodontiques qui seraient plus esthétiques que vraiment pour des raisons de nécessité de santé, Annick Bruvier? Ça, c'est sûr que les dents, elles se voient. Donc, par définition, on est sur de l'esthétique. Mais forcément, des dents alignées, ça permet aussi de mieux les brosser. Donc, on évite des problèmes de gencives plus tard. On évite parfois des pertes de dents parce que si les dents sont espacées, par exemple, elles sont plus fragiles. Si vous avez un coup sur une dent qui est toute seule, écartée de ses voisines, eh bien, elle va prendre le coup à 100%. Ça ne va pas se répartir sur les dents voisines. Donc, forcément, c'est des dents aussi plus fragiles. Donc, c'est ça qu'on a aussi un rôle de prévention dans tout ce qui est traumatisme dentaire, problèmes de gencives. Donc, effectivement, c'est important quand même de les aligner aussi. Voilà, mais donc on sent que vous défendez évidemment surtout l'aspect santé dans vos propos. Ceci dit, Olivier Bailly, vous citez dans votre enquête une étude qui a été faite par le KCE, le Centre fédéral d'expertise indépendant en soins de santé, qui dit ceci: dans la plupart des cas, les soins orthodontiques ne visent pas à prévenir ou guérir un processus pathologique, mais à corriger des variations biologiques normales. Et le KCE conclut qu'on aurait toute une série de traitements qui, en tout cas médicalement, ne sont pas toujours fondés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en parallèle ces deux enjeux, des cas où vraiment il y a une nécessité médicale pour le développement de l'enfant, et puis des cas où c'est beaucoup moins évident. Alors, c'est dit et reconnu par l'ensemble des acteurs qui traitent du sujet dans le secteur. Ça a été dit en effet par le KCE en 2008, mais ça a été répété lors d'un débat à la Chambre, notamment par Régina de Pape des accords mutualistes, où en effet, l'essentiel ou la majorité des interventions ont notamment une dimension esthétique. Alors on peut considérer que aussi être bien dans sa peau, comme on l'a entendu, c'est aussi une question de santé. À ce moment-là, il y a un enjeu de politique de santé publique. Est-ce que l'on rembourse des soins qui ont une visée esthétique et si on le rembourse, on le permet à tout le monde, ou alors on va avoir une santé à deux vitesses. Parce que là, aujourd'hui, cet aspect psychosocial presque pourrait rentrer en ligne de compte, de se dire, pour certains, faire des traitements, et on l'a entendu dans le témoignage, c'est devenu un enjeu pour se sentir bien, mais c'est pas la même chose que de considérer d'avoir des problèmes pour s'alimenter ou des problèmes de posture. C'est un débat de société à avoir. C'est ça que vous nous dites sur jusqu'à quel point est-ce que la question esthétique fait partie de la santé et doit être remboursée de la même manière que le reste. En tout cas, clairement identifier le pourquoi des interventions en orthodontie me paraît le cœur en fait du sujet. Parce qu'une fois que l'on a objectivé, on peut avoir un débat de société pour savoir si en effet on doit rembourser des soins plutôt esthétiques que des soins médicaux. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas de base objective pour permettre de rembourser des cas, et peut-être de mieux les rembourser, des cas qui seraient très graves, et des cas qui, par ailleurs, sont tout à fait, je vais dire, anecdotiques, sont remboursés de la même manière. Et là, on a un problème de politique de santé publique, parce qu'on rembourse très très peu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces soins. Ah ben justement, le remboursement, ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui dans notre système de santé, on va se pencher quelques instants là-dessus en compagnie de Sarah Pousset. En Belgique, les interventions sont remboursées pour les enfants jusqu'à leurs 22 ans, mais seulement si le traitement a débuté avant l'âge des 15 ans. Alors schématiquement, on peut dire qu'il y a 3 types de remboursement possibles. D'abord, le remboursement de l'assurance obligatoire, qui est donc fixé par l'INAMI et qui est le même pour tous. Il couvre une partie des frais de consultation, des radios ou de la pose de l'appareil. Par exemple, 186 € peuvent être remboursés à 2 reprises pour l'appareil dentaire. Et pour des traitements vraiment plus longs, avec 36 visites chez l'orthodontiste, les remboursements peuvent atteindre les 1 000 € cumulés, voire plus pour les bénéficiaires du statut BIM.
Ensuite, la deuxième piste de remboursement vient des mutuelles. Là, les montants et les conditions varient. Par exemple, Partenamut propose un remboursement de 250 € supplémentaires pour la pose de l'appareil. On est à 150 € chez Solidaris et à la Mutualité Neutre. Les consultations aussi sont en partie remboursées. Au total, à nouveau, pour un long traitement avec beaucoup de rendez-vous, les aides peuvent grimper jusqu'à 750 € à la Mutualité Neutre ou 500 € à la Chrétienne. Et enfin, il y a toutes les assurances dentaires qu'on peut souscrire en plus. Alors forcément, ça coûte plus cher par mois car comme toute assurance, il y a une prime régulière à payer, mais ça permet aussi de couvrir davantage les frais du traitement. C'est souvent laborieux, mais vu les montants, ça vaut donc bien la peine de comparer les couvertures en frais dentaires entre mutuelles. Et d'ailleurs, certains orthodontistes, au moment où ils vous font le devis, vous disent dans telle mutuelle, vous aurez tel remboursement, si vous avez telle assurance, ça vous coûtera autant, tout ça est pris en ligne de compte. Annick Bruvier, une réaction par rapport à ce que disait Olivier Bailly, justement sur la façon dont on organise aujourd'hui la reconnaissance et donc le remboursement. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une clarification de ce qui est de nature vraiment nécessaire en santé, avec pourquoi pas des remboursements plus importants, et peut-être une qualification différente de soins qui sont plus esthétiques, voire totalement esthétiques, et qui alors ne bénéficieraient pas des mêmes remboursements que ceux qui sont vraiment nécessaires en santé. Est-ce qu'il n'y a pas un flou qui est un peu problématique aujourd'hui pour votre profession ? Mais si, je pense qu'on va maintenant vers des traitements orthodontiques qui doivent être justifiés, comme M. Bailly en fait le disait. Et donc ça, ça correspond à plusieurs aspects. Donc pas uniquement, comme on disait tout à l'heure, l'alignement des dents, mais aussi voir les fonctions dont on a parlé tout à l'heure aussi, vitales de respiration, de fatigue de l'enfant, de mastication. Donc c'est vers là évidemment qu'on va. Puis il ne faut pas oublier les cas évidemment de fente labiopalatine. Donc il y a des cas évidemment plus importants aussi qui bénéficient déjà d'un remboursement supérieur. Donc voilà un petit peu vers quoi on va. Je pense qu'il faut justifier effectivement la nécessité de l'orthodontie. Ceci dit, ce qui est compliqué aussi parfois pour le patient, et moi je l'ai découvert en lisant cette enquête, c'est que parfois vous allez chez des orthodontistes qui sont en fait des dentistes, qui n'ont pas fait la spécialisation orthodontique, mais qui peuvent quand même utiliser le nom orthodontiste sur leur devanture. Ça s'explique comment ça, Annick Bruvier ? Oui, donc effectivement, il faudrait que les patients regardent quand ils ont affaire à un orthodontiste. Et ça, M. Bailly, d'ailleurs, dans son article, met bien le lien pour pouvoir le vérifier. Donc, il faut que le numéro UNAMI se termine par 007. Ça, c'est quand même facile à retenir, c'est 007. Et là, alors, du coup, on est différencié des dentistes qui terminent par 001. Et donc, pourquoi est-ce que des dentistes font de l'orthodontie ? Au départ, c'est parce qu'on était trop peu nombreux à faire la spécialisation de 4 ans en Belgique. Donc, on avait vraiment un manque d'offres, ça c'est clair. Mais maintenant, ça s'équilibre. Donc, probablement aussi parce que les hygiénistes bucco-dentaires sont venus nous aider. C'est une profession qui existe depuis 3 ans maintenant en Belgique, enfin en tout cas dans la partie francophone du pays. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'organisation. Je pense qu'elle est meilleure maintenant. L'offre augmente un petit peu. Et donc, ça va permettre peut-être de réguler alors cette façon de faire, donc entre un dentiste et un orthodontiste. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut vérifier en regardant le numéro UNAMI, si on a bien affaire ou pas à un orthodontiste vraiment qualifié. Ceci dit, Olivier Bailly, ce qu'on constate aussi, c'est que en fonction des portes auxquelles on frappe, on peut avoir des devis très différents, on peut avoir des propositions de soins aussi très différentes. Et là, je propose que vous racontiez quand même ce test à l'aveugle que vous avez fait avec une jeune fille qui est allée se présenter chez 3 orthodontistes différents, alors que médicalement, on pouvait juger qu'il n'y avait pas de problème de fond majeur, en tout cas sur sa dentition. Vous avez eu des réponses très différentes. Tout à fait. J'étais avec Selma, 12 ans. Son dentiste lui avait dit qu'elle avait une dentition qui était parfaite, qui ne demandait pas d'intervention. Constat que j'ai fait valider par un orthodontiste universitaire. Le constat était plus nuancé. Il disait, en effet, pour l'instant, sans doute qu'il n'y a pas d'intervention, mais ce sera sans doute nécessaire. Donc, on va attendre 6 mois. Je fais 2 visites chez des orthodontistes
qui me confirme, donc ça faisait partie du test à l'aveugle, qui me confirme en effet qu'elle n'a pas besoin d'intervention. Donc j'étais plutôt parti sur un article feel good, les choses se passent bien, les orthodontistes en effet sont tout à fait objectifs puisqu'il y a quand même un business qui est derrière, on pourra en reparler. Et puis malheureusement, le troisième nous a remis un devis à 6 000 € avec 6 mois de logopédie et un plan de paiement et de traitement qui était très clair et qui me semblait complètement standardisé par rapport à une technique précise dont j'ai retrouvé le logo de la société, mais dès la sonnette jusqu'au devis, ce logo se retrouvait partout dans son cabinet. Et ce logo, c'était de quelle société ? C'était la société Invisalign qui, je pense, est le leader du marché des gouttières. Les fameuses gouttières transparentes qu'on propose en substitution des plaquettes parce que c'est moins visible, mais c'est aussi beaucoup plus cher. C'est un acteur important. Donc là, vous avez 3 devis, enfin pas 3 devis pour le coup, 2 cas où on vous dit en fait non, effectivement, il y a sans doute rien à faire, et un devis où on vous dit oui, ça pourrait coûter jusqu'à 6 000 €. Et ça nous emmène justement dans la dimension business que vous mettez en avant dans votre article. C'est qu'on voit aujourd'hui des cabinets qui déclarent des chiffres d'affaires très importants, des bénéfices extrêmement importants, parfois 300 000 – 400 000 € de bénéfices sur une année, c'est évidemment gigantesque. Et donc votre sentiment au fil de cette enquête, c'est que oui, il y a des enjeux de santé et il y a des interventions vraiment nécessaires, mais qu'il y a aussi sur l'esthétique un très juteux business aujourd'hui pour certains praticiens. Ça me paraît évident qu'aujourd'hui, il y a des praticiens qui sont en orthodontie, qui n'ont qu'une technique, qui la mettent en tout cas extrêmement en avant, qui est une technique qui est très onéreuse. Le test à l'aveugle semble démontrer que parfois, en tout cas, les interventions proposées non seulement sont onéreuses, mais ne sont pas justifiables. Et de fait, au final, il y a des gains qui sont considérables. Un orthodontiste m'a contacté, a joué vraiment carte sur table. Il m'a dit, moi je travaille 3 jours et demi par semaine, et sur ces 2 dernières années, j'ai fait 450 000 € de bénéfices nets après impôt. Donc on est à du 20 000 € par mois. Donc il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Peu en fait sont conventionnés, hein, moins de 10%, c'est ce que vous montrez aussi dans votre enquête, ce qui pourrait là normalement plus protéger le patient, parce que quand ils sont déconventionnés, c'est un peu la porte ouverte à aller vers des tarifs qui peuvent être très élevés. Voilà. Alors les orthodontistes et la Fédération des orthodontistes disent que les remboursements sont insuffisants. Je pense qu'on peut peut-être l'entendre. C'est juste que la course à augmenter le remboursement est perdu d'avance en fait. Les montants sont à ce point différents qu'on est d'un rapport de 1 à 3, 4. L'INAMI a augmenté l'enveloppe pour le remboursement des traitements orthodontiques en première intention. Je crois que l'enveloppe a été augmentée de 18-19 millions avec peut-être l'espoir de conventionner certains orthodontistes, et ça a été un échec. En fait, cette course est perdue. Je crois qu'en tout cas, c'est ce qu'un des experts de santé me confiait. On ne réussira pas à conventionner les orthodontistes avec les remboursements. Et pourquoi, à votre avis, c'est si cher ? Si c'est si cher, on se dit que c'est parce que des personnes sont prêtes à payer ce prix-là. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'orthodontistes aussi ? Et donc, dans une loi d'offre et de demande, ceux qui sont là peuvent demander des tarifs élevés parce qu'il y a des longues files d'attente. Comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse aller vers des montants comme ceux-là ? Mais je pense qu'on est tout de même dans une santé qui est de plus en plus commercialisée, où on a des acteurs privés qui interviennent dans un but purement commercial, et on a des gens qui sont qui vont embrasser la profession pour d'autres raisons que des raisons de santé. Je ne peux pas le voir autrement. Je peux entendre à un moment donné, et il y a des orthodontistes, et je pense que c'est la majorité qui font correctement leur boulot. C'est évident qu'il y a également des gens qui sont vraiment dans des perspectives purement commerciales. Annick Bruvier, votre réaction là-dessus ? Est-ce qu'il y a dans la profession des personnes dont le but n'est plus vraiment une question de santé, mais la possibilité de déployer un business très lucratif ? Oui, ça c'est sûr que des excès, il y en a, il ne faut pas se le cacher. Mais effectivement, voilà, si on va chez un orthodontiste qui est agréé, donc 007, voilà, en général, on a quand même moins cette dérive.
Maintenant, c'est sûr qu'il faut quand même regarder aussi tout ce qui est prévention et le meilleur traitement orthodontique, c'est celui qu'on ne fera pas. Donc, c'est ça qu'il y a plein de conseils aussi à donner et je pense que c'est l'axe qu'il faut vraiment renforcer plutôt qu'effectivement les remboursements à augmenter au niveau de l'INAMI. C'est vraiment l'axe de la prévention qui va être, je pense, la clé de ce problème pour casser en fait ce business lié effectivement aux factures, notamment de chez Invisalign. Invisalign, donc ce fournisseur de gouttières transparentes. Et on a compris d'ailleurs dans ce que nous disait Sarah Pousset tout à l'heure que quand on fait des traitements plus tôt, les remboursements sont aussi plus élevés pour favoriser justement cette approche de prévention. Dernier élément, Olivier Bailly, et d'ailleurs vous concluez votre enquête là-dessus. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a certaines personnes qui sont en capacité de payer des prix très élevés qui leur sont demandés par certains orthodontistes. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi mis l'accent sur des personnes qui aujourd'hui auraient grandement besoin pour des raisons de santé de ces soins orthodontiques et qui aujourd'hui peuvent tout simplement pas se les offrir. C'est clair qu'on est face à une orthodontie, je vais dire, à 2 vitesses sociales. J'étais du côté de Serein, dans une maison médicale, où j'ai rencontré une jeune fille. On pouvait glisser une cuillère entre ses dents de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure, à tel point qu'il y avait un décalage. Seules les dents du fond, les molaires se touchaient. Elle ne pouvait pas manger une tomate, par exemple. Elle ne mangeait... Donc, il y avait vraiment un enjeu aussi lié à des risques d'ulcères. Et c'était son dentiste qui l'avait envoyé en disant « il faut une intervention ». Sa mère y va et en fait, elle n'a pas les moyens. Elle n'avait même pas les moyens de payer la consultation, 40 € qu'elle trouvait trop cher. J'en ai trouvé à 90. Et donc, cette intervention n'a pas eu lieu. Elle l'a fait seulement maintenant, en fait, maintenant qu'elle a un peu de moyens et qu'elle est devenue adulte. Un cas qui interpelle et qui introduit donc aussi la question d'une fracture sociale qui risque de s'accentuer avec l'envolée du coût de certaines prestations orthodontiques, pas forcément nécessaires, elles, en termes de santé. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on vous conseille d'aller lire l'intégralité de cette enquête dans le dernier numéro du magazine Médor, un travail réalisé d'ailleurs avec le soutien du Fonds pour le journalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode des Clés, avec à la réalisation sonore de cet épisode Antoine Duhartz, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous adresser à nous, il y a une adresse pour ça, lesclés@rtbf.be.